décidé hier, stratégiquement, langue stratégie. Nous décidons. On l'a décidé hier, on a décidé ensemble. Mais respect, nous décidons. Je commence à te connaître. Comment on a Je suis d'accord. J'interviens à la suite de mes confrères. Maître Elhadji Amadou Sall et Maître Ndoye. Je ne vais pas m'exprimer en wolof. Je vais plutôt m'exprimer en français. Puisque mes confrères qui m'ont précédé se sont exprimés en wolof. Et je pense qu'ils ont été en wolof assez clairs et assez explicites pour en résumer en langue wolof, vous dire exactement les tenants et les aboutissants éventuels du dossier de M. Farba Ngom. Mais il est de mon devoir, moi, en tant qu'avocat, constitué également pour Farba Ngom, de vous dire dans une langue étrangère, certes, mais la langue française, ce qui en réalité constitue à la limite un scandale dans cette affaire. Puisque simplement, il est apparu à la suite, je précise bien, d'une campagne électorale pour des législatives anticipées, que, au détour d'une tournée, que le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, dit clairement, arrivé à Agnam, que c'est la dernière campagne électorale à laquelle assistera M. Mohamed Ngom Di Farba. Et cela s'est concrétisé ou s'est matérialisé par le fait que, un mois après, la CENTIF a été actionnée. La CENTIF a déposé un rapport un mois après les élections. Un rapport daté du 24 décembre 2024, dans lequel on a tenté de retracer de 2019 à 2024 toutes les opérations financières qui ont existé entre M. Mohamed Ngom Di Farba, M. Seydou Sarr Di Taïrou et le Trésor public sénégalais. Et sur la base de ce rapport de la CENTIF, un rapport unilatéral, je précise bien, un rapport non contradictoire, je précise bien, un rapport fait entre 4 murs, et qu'on veuille, dans ces conditions-là, on a convoqué M. Farba, on a levé son immunité parlementaire, et on a fait un réquisitoire où on a saisi le juge d'instruction. Un réquisitoire dans lequel on vise nommément des infractions liées à l'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, d'escroquerie sur des deniers publics, entre autres infractions. Il est inculpé sur cette base, sans pour autant savoir les faits qu'on lui reproche. Parce que simplement le rapport de la CENTIF n'est pas un rapport accusatoire. C'est à la limite une information
un renseignement. Mais on l'a pris, on en a fait un PV d'enquête préliminaire. Et sur cette base, on a inculpé et placé sous mandat de dépôt M. Farba Ngom. Et même le jour où on le plaçait sous mandat de dépôt, pour escroquerie portant sur des deniers publics à hauteur de 31 milliards, M. Farba Ngom est venu avec ses avocats. Il a offert de consigner, de cautionner des titres. Mais le juge d'instruction les a rejetés. Sous prétexte que les cautions devaient être inscrites avant même d'être proposition. Donc, ce qui était une aberration sur le plan juridique. Et ça a été rejeté. M. Farba Ngom a été inculpé le 27 février et placé sous mandat de dépôt. Le 27 février, placé sous mandat de dépôt. Nous sommes revenus à la charge par une autre requête pour offrir à nouveau des titres en cautionnement. Le juge et le parquet financier les rejettent, mais en dessous, qu'est-ce qu'on fait? En dessous, on prend 10 titres fonciers au nom de Farba, on procède à la saisie de ces titres-là. C'est-à-dire Farba offre un cautionnement des titres fonciers, on nous dit non, vos titres-là ne sont pas valables. Mais en dessous, on prend une ordonnance. On prend une ordonnance pour autoriser l'inscription de mesures conservatoires sur les 10 titres. Alors qu'on a dit qu'on rejette les titres, ils ne sont pas valables. Et pourtant, on s'empresse de prendre une ordonnance pour l'inscrire. Et c'est ce que nous avons dénoncé. Parce que simplement, l'ordonnance qui avait été prise nous a été notifiée 3 semaines après. C'est-à-dire, on prend l'ordonnance en douce et de manière clandestine. On procède aux formalités d'inscription et on notifie après aux avocats. Nous avons évidemment relevé appel de cette décision qui sera évoquée demain devant la chambre d'accusation. Parce que nous estimons que les droits de Farba ont été manifestement violés. Ça a été le cas. Et donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait en plus? C'est-à-dire, on veut prendre toute une famille, jeter toute une famille en prison. C'est ça. Humilier une famille, humilier une communauté. Parce qu'il ne reste plus qu'à prendre la commune de Agnam, en fait une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire, comme la grande muraille de Chine, on prend Agnam, on y construit un mur et on met une seule porte de sortie et d'entrée. Parce que c'est moi, si on doit poursuivre ou suivre le parquet financier dans son réquisitoire, il a dit tous les proches de Farba doivent se retrouver en prison. Et vous avez vu actuellement, qui est en prison actuellement, en plus de Farba? Vous avez Demba Ngom, qui lui n'est même pas visé dans le rapport de la SECTIF. Il n'est même pas visé dans le réquisitoire. Qui est venu, qui est à l'extérieur, qui mène ses activités à l'extérieur, et qui est venu rendre visite à son frère. Mais on le prend, on le jette en prison, et comme d'ironie, on le jette avec son tailleur qui a des problèmes de fin du monde. Donc toutes ces personnes-là se retrouvent en prison parce que c'est des proches de Farba. Et actuellement, qui sont sur la sellette, actuellement c'est Biran et Ismaïla. Donc d'autres frères de Farba. Farba a dit, mais il reste plus qu'à prendre ma propre mère et de la jeter en prison. Évidemment, prenez ma mère et jetez-la en prison pendant qu'on y est. Mais il faudrait que ça cesse, qu'on respecte les textes, qu'on respecte les droits de la défense. Mais dans cette affaire, on a l'impression que en réalité, on n'en fait qu'à sa tête. Parce que le plus grave, c'est qu'avant même qu'on procède à l'inculpation de Farba, on avait déjà saisi tous ses biens. On a bloqué tous ses comptes. Avant même qu'il soit entendu et inculpé. Donc on avait déjà pris des mesures. On avait déjà pris des ordonnances. Ce qui est illégal. Ce qui est une violation manifeste de la loi. C'est-à-dire qu'on piétine la loi pour atteindre une personne. Mais il faudrait arrêter cette dérive judiciaire. Il faudrait arrêter cette violation manifeste des textes de loi qui régissent les droits de la défense. Parce que vous ne pouvez pas prendre des mesures sur les biens d'une personne que vous n'avez même pas encore entendu ou inculpé.
Mais c'est ce que fait le juge d'instruction dans le dossier de Farba. Et c'est grave, c'est un scandale. C'est un scandale qu'il faut décrier. C'est un scandale qu'il faut, haut et fort, urbi et orbi, fustiger. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes ici, nous sommes des avocats. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai jamais milité dans un parti politique au Sénégal. Jamais. Ni sympathisant, ni militant. Mais mon seul parti politique, c'est le droit. Je suis un avocat, je défends une personne. Quelle que soit la couleur politique de la personne, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est les textes. Qui régissent les textes de loi. Qui régissent le cas. C'est sur cette base que je défends la personne. Et j'estime que dans cette affaire, on est en train de bafouer les droits de Farba. On le veut humilier toute une famille. Et il faudrait que ça s'arrête. On voulait la tête de Farba, mais on l'a eu. On l'a jeté en prison. Mais bon sang, on arrête quand même le processus de destruction ou de démolition d'une famille. Mais le rouleau compresseur est en train de partir. On prend le frère qui vient de l'extérieur pour rendre visite à son grand frère, alors que ce frère n'est même pas concerné, ni cité dans le rapport de la CENTIF, ni dans le histoire. On le prend, on le jette en prison. On fait appel à d'autres qui, eux, doivent passer le 19 mai. Ils vont se retrouver en prison. Et après quoi? La semaine suivante, ça va être les enfants de Farba. Ça va être sa femme ou ses femmes. Ça va être qui? Sa maman ou ses oncles. Ça va être qui? Etc. On veut décimer toute une famille. Au nom de quoi? Mais non, il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire où Farba Ngom n'a pas été entendu jusqu'à présent. On le jette en prison, on l'inculpe, on le place sous mandat de dépôt et on ne l'entend pas. Parce qu'on sait que dans ce dossier-là, sans pour autant aller pour violer quel que soit, parce qu'il n'y a même pas d'acte d'instruction d'air. Il n'y a aucun acte, parce qu'il n'y a qu'un acte d'inculpation. Le juge a inculpé à placer sous mandat de dépôt, c'est tout. Et tout le reste, c'est des ordonnances qu'il prend. Mais on n'a pas entendu Farba. Pourquoi on ne s'empresse pas d'entendre Farba au fond sur le fait qu'ils sont reprochés? Pourquoi on ne s'empresse pas d'entendre Tahirou Sarr sur le fait qu'on lui reproche? Et rien du tout. C'est-à-dire on les prend, on les jette en prison, et on leur dit bon, vous pouvez attendre. Et nous estimons que le cas Farba pourrait demain se retrouver même à la cour commune de la CEDEAO. Parce que simplement, les droits de la défense sont manifestement violés à longueur de journée pour ce qui concerne le cas de Farba. Donc c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de tirer la sonnette d'alarme en ce qui le concerne. Donc c'est les quelques mots que je voulais placer. Et je laisse maintenant la parole à mon confrère Abdou Diallo. Très bon. Alors, à l'instar de mes confrères qui m'ont précédé, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel. Alors, ceci étant, moi je voudrais commencer par dire, et c'est ce que tout le monde a constaté dans ce pays, qu'il y a incontestablement une justice de vengeance qui est en cours. C'est ça la réalité. Vous savez, Farba Ngom et Tahirou Sarr sont des siamois, ce que j'appelle des siamois. Par conséquent, voilà deux personnes qui doivent avoir le même destin judiciaire. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un traitement inégalitaire entre
ces deux personnes au plan judiciaire. Mon confrère Baboucar Cissé l'a rappelé tout à l'heure. Monsieur Ngom a offert un cautionnement portant sur des titres fonciers. Et ce cautionnement a été purement et simplement rejeté par le juge. Alors qu'il réunit toutes les conditions qui sont requises par la loi pour que le cautionnement puisse être accepté. Mais dans le même temps, comme vous le savez, l'offre de cautionnement qui a été faite par Tahirou Sarr, qui se trouve exactement dans la même situation que Farba Ngom, cette offre de cautionnement a été acceptée. Avec beaucoup de diligence d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce cautionnement a été validé par la Chambre. Et que par conséquent, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un traitement inégalitaire entre deux personnes qui sont embarquées dans la même procédure judiciaire. Et comme vous le savez, la première justice, quand même, c'est l'égalité. À chaque fois que l'égalité entre deux justiciables est rompue, c'est qu'il n'y a plus de justice. Mais le plus grave, à mon avis, c'est qu'à côté de ces violations, le juge d'instruction a pris une mesure conservatoire sur les titres fonciers que nous avions offerts au titre du cautionnement. C'est une violation flagrante des droits de Farba Ngom, n'est-ce pas, qui a le droit, ainsi que la loi lui autorise, qui a le droit de proposer un cautionnement portant sur des immeubles. Alors, quand le juge d'instruction, non seulement a commencé par rejeter le cautionnement qui a été offert, mais également a pris une mesure conservatoire pour empêcher Farba Ngom de réaliser un cautionnement lui permettant demain de recouvrir la liberté. Alors, ça, nous disons que c'est une violation flagrante des droits de la défense. Ceci étant, moi je voudrais dire que, à la lumière des dispositions des articles 152 à 155 du Code pénal, que nous devons lire à la lumière des dispositions de l'article 140 du Code de procédure pénale, Farba Ngom n'est pas compris dans le champ de répression de ces dispositions. Pourquoi? Parce que les dispositions des articles 152 à 155 énumèrent les personnes qui sont susceptibles d'être poursuivies des chefs de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et Farba Ngom n'a pas la qualité des personnes qui sont énumérées par ces dispositions pénales. Deuxièmement, les dispositions de l'article 140 sont très claires et quelquefois on ne fait pas attention au libellé de ce texte. Parce que ce texte parle de manquant. Le texte parle de manquant. Le manquant, c'est quoi? C'est du français. C'est lorsqu'il y a une différence entre des fonds publics qui vous ont été confiés, n'est-ce pas? Une différence entre des fonds, entre le montant des fonds qui vous ont été confiés et le montant restant. C'est ce qui me pousse à dire que seules les personnes qui sont visées
par les dispositions de l'article 152 sont susceptibles d'être poursuivis du chef de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et ce qui me réconforte dans cette idée, parce qu'on peut m'objecter que les dispositions de 152 à 153 visent également le particulier. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel particulier. C'est pourquoi, pour qu'un particulier puisse être poursuivi ou condamné en justice pour les délits de détournement de deniers publics ou d'escroquerie portant sur les deniers publics, la jurisprudence considère qu'il doit s'agir, n'est-ce pas, d'un particulier qui est en situation de comptable de fait. On ne peut pas être poursuivi, n'est-ce pas, du chef de ces infractions-là sans être en situation de manier les deniers publics. Malheureusement, dans ce pays, le parquet manipule les concepts juridiques en fonction de sa volonté pour mettre en prison des citoyens. Telle est la situation qui se prévaut aujourd'hui en ce qui concerne Farba Ngom. Évidemment, il n'est pas question pour nous de plaider sur la place publique le dossier. Le temps viendra où l'on démontrera de façon nette, claire et précise, n'est-ce pas, que Farba Ngom est complètement innocent. Alors, cette manipulation des concepts juridiques à laquelle se livre le parquet signifie simplement que ce parquet-là dispose de pouvoirs exorbitants. Et ce pouvoir exorbitant du ministère public, comme vous le savez, a été décrié véhémentement par les tenants actuels du pouvoir quand ils étaient dans l'opposition. Mais depuis qu'ils ont accédé au pouvoir, avez-vous entendu un seul d'entre eux en train de reposer ce débat? Personne n'a entendu l'un quelconque des tenants du pouvoir actuel, n'est-ce pas, décrier les pouvoirs exorbitants du parquet, parce que ce parquet-là, même si une chambre d'accusation composée de 5 magistrats du siège vous accorde la liberté, il suffit que ce parquet fasse appel pour que vous demeuriez en prison. C'est ça les pouvoirs exorbitants du ministère public. Donc voilà les quelques observations que je voudrais faire pour que l'opinion comprenne que les droits de Farba Ngom sont en train d'être violés et de façon très grave, parce que tout à l'heure mon confrère l'a rappelé, des saisies ont été opérées alors que Farba n'était même pas encore inculpé. Alors que la loi est on ne peut plus claire. Le juge d'instruction ne peut prendre des mesures conservatoires que sur les biens de l'inculpé. Alors que dans le cas d'espèce, alors que Farba n'était pas encore inculpé, des saisies ont été pratiquées sur ses avoirs bancaires. Voilà ce que je voulais dire. Et je repasse la parole à mes autres confrères.